Trop de choix tue le choix. Comment ça? Comment créer une bonne offre qui permette à ton client de choisir et en même temps que toi, tu le guides vers ce choix? Dans cet épisode, on va parler du trop de choix qui va faire fuir ton client. On va parler de la négociation du FBI. Oui, la négociation du FBI qui va t'aider, toi, dans le marketing, à proposer des offres qui vont plaire à tes clients. Et on va parler en tout dernier de ce qu'on appelle le nudge, d'où ça vient, pourquoi c'est là et ce que la France a mis en place. Waouh, pour le nudge. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Donc moi c'est toujours Anne et je vous propose aujourd'hui de parler des choix et de la façon dont vous les présentez, de la façon dont tu le vois, dont tu le présentes à tes clients. Comment trop de choix peut tuer le choix? Comment trop de choix peut les faire fuir aussi? Aujourd'hui, j'accompagne des gens à développer leur société, à développer leur business, à mieux se cadrer des fois, et notamment dans cet épisode de cadrage, pour pouvoir développer ensuite le business, j'ai fait la connaissance de Xavier. Xavier qui a une boutique en ligne de t-shirts. Il crée ses images, il crée des magnifiques images, des dessins qu'il a décidé de créer et il veut les offrir à ses clients. Pour ça, il a créé une boutique de t-shirts. Et sur cette boutique de t-shirts, il laisse le choix à son client de prendre déjà le client a un grand choix de design, mais en plus, le client peut choisir sur quel type de t-shirt, de bob, de tout ce qui est en fait en tissu. Il va lui laisser le choix en fait d'apposer l'image. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va se retrouver avec un client qui déjà va réussir à choisir une image, mais qui en plus va devoir choisir parmi 36 modèles de t-shirts, de bob et de tissus. Comment on fait? Moi, je suis là devant cette boutique, je suis un peu perdue. En fait, je ne sais pas où je vais. Il y a tellement de choix. Moi, ça me fait penser au restaurant. Vous savez, tu sais, quand tu arrives dans un restaurant, généralement, moi, j'aime bien les restaurants où il y a deux entrées au choix, 2 menus au choix, 3 desserts au choix. C'est clair, c'est net, tu sais ce que tu choisis et en général, tu es plutôt content de ce que tu as mangé. Le problème, c'est notamment, moi je pense aux restaurants asiatiques. Moi je suis une fan de restaurants asiatiques et quand j'allais dans le 13e à Paris, notamment à la pleine lune, c'est génial. Mais tu as une page par spécialité. Une fois au bœuf, une fois au poulet, une fois au poisson, une fois aux crevettes, une fois au canard. Et tu as toujours la même chose. Et donc tu te retrouves avec 5-6 pages de menu et tu passes 20 minutes à chercher quel sera le bon plat. Et là, ta seule solution, en fait, c'est de te dire je vais revenir régulièrement pour tester tous les plats pour trouver le bon. Parce qu'il y a tellement de choix que, en fait, je vais être déçu de ce que je vais choisir. Je vais être déçu parce que dans ce que j'ai choisi, c'est peut-être le meilleur, c'est peut-être pas le meilleur, mais je ne sais pas, parce que je ne peux pas choisir tous les plats. Deuxièmement, quand il y a une multitude de choix comme ça, mon cerveau est un peu perturbé. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, on a des biais cognitifs dans la tête, pour aller plus vite, pour réfléchir plus vite, pour foncer. Et notamment, on a un biais qui permet aussi de faire un choix, mais on est très binaire en fait. 2 choix, ça suffit largement pour notre cerveau. On a des tas de choses à penser, on doit respirer, on doit parler, on doit déglutir, on doit faire bouger tout notre corps. C'est déjà suffisamment prenant comme temps, comme énergie de cerveau, que en plus, si on a des choix, multiples choix, on est un peu submergé. C'est aussi ce qui va nous amener à la charge mentale, comme on entend beaucoup parler en ce moment. La surcharge mentale, en fait, et donc le trop de choix va être difficile à gérer. Et quand tu arrives sur une boutique qui te propose 36 000 choix, souvent tu pars. Soit tu tombes directement en amour sur un t-shirt, génial, super, soit tu repars, tu dis je ferai mon choix plus tard. J'ai vu, je ferai mon choix plus tard. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a aussi une multitude d'offres
Donc, si je ne me choisis pas maintenant en arrivant sur ton site, le problème, c'est que je risque de trouver un autre site et d'acheter là-bas. Donc ça, c'est un problème. Notre cerveau étant binaire, si tu lui proposes seulement 2 choix, tu vas pouvoir aiguiller la personne. Et là, on en revient à ma copine Émilie. Bonjour Émilie, qui un jour nous avait fait poireauter pratiquement 20 minutes avec sa sœur parce qu'on avait 2 restaurants face à face et on a traversé la rue. Je ne sais combien de fois pour aller lire les menus du premier restaurant, lire les menus du second restaurant, relire les menus du premier restaurant, relire les menus. Et je ne sais pas combien de fois on l'a fait parce qu'on avait dit à Émilie, choisis. Et là, il n'y avait que 2 choix. Et tu as toujours ces personnes qui ne savent pas choisir. Donc, dans ces cas-là, ces personnes-là, tu vas vraiment réduire la fenêtre de choix. Et tu vas appliquer la méthode du FBI. Pourquoi la méthode du FBI ? Parce que je vais te parler là maintenant du livre de Chris Voss. Voss, oui. Ne coupez pas la poire en deux. Ça a été traduit en français par ne coupez pas la poire en deux. Ne coupez pas la poire en deux, en fait, tu vas faire des propositions à la personne qu'elle ne peut pas refuser. Elle ne peut pas refuser les 2 propositions, elle va en refuser qu'une. Et en fait, Chris Voss, à force de négocier avec des terroristes, des personnes qui n'étaient pas super open, en fait, Chris Voss, il va s'apercevoir en fait que quand tu fais 2 propositions, la personne va choisir une proposition. Elle ne va pas imaginer une 3e proposition. Dans sa tête, il y a 2 propositions, j'en choisis une. Il y a 3 propositions, j'en choisis une. Il y a 10 propositions, je suis perdu. Donc, Chris Voss, il va simplement mettre une méthode au point qui va être appliquée dans la plupart des commissariats au monde, hein, sauf les pays totalitaires, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais une façon de proposer, une façon d'amener les choses qui va t'obliger à aller vers la proposition qui te plaît le plus. Exemple, aujourd'hui, nous sommes en confinement, encore. Et donc, si tu viens après 21h, si tu te déplaces après 21h, il te faut un justificatif. Il te faut ton attestation. Là, tu te fais serrer par les flics. Ils sont en train de faire un barrage, ils vérifient toutes les attestations. Ok, tu te fais coincer par les flics, tu fulmines, t'en as marre, tu veux être libre de te déplacer, tu commences à râler et tout. Et le flic, en général, le gendarme, le policier, ils ont été souvent pris sur le calme qu'ils ont. Donc, s'il a suivi une bonne formation, il va arriver calmement face à toi et il va te dire, écoutez, vous avez 2 choix. Le premier choix, je prends votre attestation, je vérifie, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est bonne, vous partez tout de suite, elle n'est pas bonne, je vous mets une amende et vous repartez et en 10 minutes, c'est réglé. Deuxième choix, on se fâche, je vous amène directement au commissariat, à la gendarmerie, et là, qu'est-ce qui va se passer ? On va passer la soirée ensemble. Moi, vous allez me faire taper un rapport complet sur ce qui s'est passé, et vous allez rester coincé au commissariat. Votre voiture va être immobilisée ici, là, en pleine nature, et vous, on va vous amener au commissariat, et donc, quand vous allez en sortir à minuit avec une amende, de toute façon, il va falloir que vous trouviez quelqu'un, que vous appeliez quelqu'un, le réveiller à minuit, qui se fasse une attestation pour venir vous chercher, pour venir récupérer votre voiture. Franchement, entre vous et moi, personne n'a envie de passer la soirée au commissariat. Moi aussi, j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà, le flic, il vous dit ça. Qu'est-ce que vous faites ? Tout simplement, s'il te dit « Moi, j'ai pas envie de passer ma nuit à taper des trucs et je t'emmène directement, je te mets les menottes et je t'emmène », ouais, tu vas payer ton amende. Tu vas dire « Ok, moi, mon choix, il est là ». Et en fait, ce que développe Chris Voss, c'est donner seulement 2 choix aux gens, mais 2 choix qui te conviennent à toi. Et c'est là que je me suis aperçue que ma mère, oui, maman, coucou, je fais beaucoup de coucou aujourd'hui. Maman, tu es la meilleure négociatrice du FBI que je connaisse. Oui, parce que, pareil, pour ranger sa chambre quand j'étais petite, j'avais 2 choix. Soit on mangeait des frites, soit mes jouets passaient à la poubelle. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ton choix, il est vite fait. Tu vas ranger pour avoir des frites. Parce que tu veux pas que tes jouets partent à la poubelle. Et les bonnes mères, excuse-moi, mais la plupart des mères font ça, font une sorte de chantage comme ça. Parce que ça marche, parce que c'est éprouvé depuis des années, c'est éprouvé. Elles vont dire la même chose, c'est-à-dire, soit tu fais ceci parce que je le veux,
soit tu fais ceci parce qu'il va t'arriver des ennuis. Alors, forcément, par rapport à ton client, tu vas pas lui promettre des ennuis. Mais tu vas lui donner deux choix clairs, précis, pas trop confus et suffisamment séparés, distincts. Apple, lui, a lancé le 3 choix. Apple, c'est Steve Jobs qui, chaque fois qu'il présentait en fait une offre, présentait 3 offres. Son ordinateur, il le présentait en version basique, très peu de mémoire, très peu, voilà, vraiment le basique, mais que tout le monde pouvait s'offrir. Il proposait une version classique moyenne gamme, donc qui était upgradée par rapport à la version basique, et une version qui pétait tout en fait. Vraiment le truc qui, le truc même les designers en auraient rêvé, avec beaucoup de RAM, avec beaucoup de mémoire, un truc qui marche à donf. Et ça, c'était la 3e version. Donc toi aussi, quand tu fais des offres, tu peux faire aussi ces 3-là. C'est-à-dire soit tu donnes 2 choix, soit tu fais 3 offres en fait. La basique qui est par exemple pour 70 €, vous avez ça. La classique, celle vers qui tu veux amener tes clients, la classique qui fait à peine plus que l'offre de la basique en termes de prix, mais qui en termes de ce que tu amènes va être exponentielle, vraiment. Et que les gens, quand ils lisent le classique, ils se disent « Ah mais c'est la même chose que le basique, il m'apporte beaucoup plus que le basique pour quasiment le même prix. » Donc toi, tu amènes... En fait, le basique est là pour positionner le classique. Ta version classique, ta version normale, ta version où tu veux que les gens prennent, tu vas en fait faire en sorte que ta basique soit un faire-valoir de ton offre classique, normale, que tu veux que les gens prennent, en fait, que les gens achètent. Ça, et tu as une 3e offre qui est aussi un faire-valoir, mais que tu vas mettre très cher. Vraiment très cher. Genre, tu as 70 le basique, 100 € le normal, 3000 balles. Voilà, 3000 balles pour la premium. Mais la premium, tu vas offrir du plus. Tu vas offrir un suivi personnalisé, tu vas offrir des vidéos particulières, du tête-à-tête, plein de choses. Et la premium, en fait, tu cherches pas vraiment à ce que les gens le prennent. C'est juste pour montrer ce que toi, tu es capable de faire, un peu pour étaler tout ce que tu sais faire. Et c'est souvent ça que je vois dans les offres, en fait. Les gens veulent étaler tout ce qu'ils savent faire. Vraiment, comme sur la tartine, tu étales le plus possible, pour montrer que tu as de la valeur. Mais c'est pas ça qui va donner de la valeur. En fait, c'est souvent aussi ton offre par rapport à quelque chose. Donc, quand tu fais 3 offres, tu proposes les 3 choses. Le vraiment ras des pâquerettes basique, le premium, qui est trop cher. Et toi, ce que tu veux que les gens prennent, c'est simplement la case du milieu, c'est le classique. Il y aura toujours des radins qui vont prendre le basique. Tu as peut-être des gens qui vont demander le premium, mais là, tu peux aussi négocier. Et voilà. Donc, toi, tu vas amener les gens à aller vers ton offre classique, normale, celle que tu veux vraiment vendre en fait. Et ça se passe souvent comme ça sur les sites quand tu vois 3 offres. Sinon, négociation FBI, 2 choses. Tu proposes 2 choses vers quoi les gens vont tendre et qui vont t'intéresser toi. Voilà. Maintenant, il y a encore une autre solution. La solution de ce qu'on appelle le nudge. Nudge, c'est un mot qui est venu super à la mode dans les années 2000-2010. En fait, ça date de 1990, des hommes de ménage. Alors, certaines versions disent des femmes de ménage, d'autres versions disent des hommes de ménage. En tout cas, c'était à l'aéroport d'Amsterdam, dans les toilettes pour hommes. Oui, des toilettes pour hommes. Le nudge est apparu, le nudge qu'on va utiliser en marketing va apparaître dans des toilettes pour hommes. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, tout simplement, les hommes pissent mal. Ils pissent à côté, ils en foutent de partout et on passe un temps infini à nettoyer les toilettes pour hommes. L'idée de génie, c'est de placer une petite mouche, un autocollant qu'on va placer dans les pissotières à un endroit stratégique où on sait que le jet va pas éclabousser de partout, mais justement va bien tomber. Sans aucune communication, rien n'a été fait dessus, on a juste placé un autocollant à des endroits stratégiques de la pissotière, à un endroit, une mouche par pissotière. Et bizarrement, le temps de nettoyage des toilettes pour hommes a diminué de 80%.
80% de gagner en incitant les gens à faire le bon geste. Uniquement une incitation à aller dans le bon geste. Du coup, on s'est dit, le nudge, ça va révolutionner le monde, super, génial. Oui, mais non. Parce que le nudge, on l'a appliqué. Le nudge, on a essayé de l'appliquer de partout. Les anglo-saxons l'ont appliqué sur leur feuille d'impôt, en mettant en bas de la feuille d'impôt, parce qu'ils avaient beaucoup d'impayés ou des gens en retard, ils ont mis en bas de leur feuille d'impôt un mot incitatif. Le mot incitatif, c'était 86% des personnes règlent leurs impôts à temps et ne payent pas de frais supplémentaires. Alors je crois que c'était juste même 86% des gens payent leurs impôts à temps. En fait, comme ce n'est pas un impératif, comme ce n'est pas un ordre, c'est juste une petite phrase placée comme ça va inciter les gens à payer dans les temps leurs impôts, tout simplement. À Paris, on l'a fait de manière un petit peu plus... rentre dedans. En fait, à Paris, ils ont créé des passages pour piétons. Des passages pour piétons qui n'étaient pas blancs, lisses, mais des passages pour piétons qui donnaient l'illusion d'être des gros pavés. Ils étaient peints en 3D, en fait, et quand on arrivait en voiture dessus, on avait l'impression qu'on allait se prendre un mur. Du coup, les gens, ça les incitait à s'arrêter, à freiner et avant de passer, à freiner, à se rendre compte que c'était qu'un dessin, en fait. Parce que visuellement, ça donnait un aspect assez brutal. C'est quelque chose de 3D, voilà, un plot planté en plein milieu de la route, t'as pas envie d'abîmer ta voiture, t'as pas envie de foncer dedans. Voilà. Sauf que, les personnes qui passent là 2 fois par jour, 5 jours par semaine, au bout d'un mois, elles sont habituées. Au bout d'un mois, elles ne voient plus, en fait, ce passage pour piétons. Elles ne le voient plus, elles ne le calculent plus et elles le considèrent exactement comme les autres, c'est-à-dire qu'elles foncent. C'est un passage, pouf, je fonce, je regarde pas s'il y a des piétons, boum, je passe. Et là, on s'est aperçu que le nudge, en fait, c'est très bien si on l'utilise de temps en temps, mais on ne peut pas l'utiliser systématiquement. Et là, j'ai appris, grâce à un super bouquin qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours » de Albert Moukheibert, qui est un chercheur français, qu'en France, on avait créé une unité de sciences, je suis obligée de le lire, désolé, une unité de sciences comportementales appliquées aux politiques publiques qui a été mise en place dans la direction interministérielle de la transformation publique. Voilà. Nous, on travaille le nudge en France. Là-dessus, je te laisse sur tes réflexions. Mais on le travaille, on avance. C'est-à-dire que quand tu mets sur les paquets de cigarettes « fumer tue », les gens se rebellent. Si par contre, tu mettais tant de personnes qui ont fumé dans l'année sont mortes, là, peut-être que ça aurait un meilleur impact. Voilà, je vais te laisser réfléchir à ça. Si tu as d'autres exemples de nudge ou d'autres exemples de comment formuler son offre, tu me les mets en commentaire. Cette vidéo, tu peux la retrouver sur YouTube ou tu peux retrouver le podcast sur ta plateforme préférée. Tout simplement, Apple Podcast, Deezer, Spotify, voilà. Et même Amazon maintenant. Tu peux, si tu as aimé, le partager. Si tu as une copine comme moi, coucou Émilie, si tu as une copine comme moi qui ne sait pas prendre de décision, apprends à être négociateur du FBI, tout simplement. Et fais-lui des propositions qui soient très serrées, très cadrées. Et tu peux lui partager ce podcast. Voilà. À bientôt. Si tu veux, par contre, que je t'accompagne, j'allais l'oublier, si tu veux que je t'accompagne, il me reste quelques places de mentorat. Alors moi, je fais du mentorat, je fais pas du coaching, c'est-à-dire que je vais te donner ce que je sais pour que tu l'appliques et que tu le mettes en application, que tu travailles dessus dans ton business. Je t'accompagne là-dessus, il me reste quelques places. Va voir sur anneburtincreation.fr. Je t'ai mis tout un descriptif. On en reparlera sûrement encore. Et puis voilà. J'espère que tu as apprécié cet épisode. À bientôt pour un nouveau moment de pause marketing et développement.